74 01 02. RCJ. L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Si le mot est omniprésent dans le débat public, c'est parce que la chose nous obsède. Et si elle nous obsède, c'est parce que nous avons le sentiment qu'elle nous échappe. Qui sommes-nous ? Que signifie être français ? Cela signifie-t-il encore quelque chose d'ailleurs ? Depuis la création en 2007 de l'éphémère ministère de l'identité nationale et de l'immigration, la question de l'identité française est devenue un enjeu politique majeur, un enjeu bien plus vital, selon Éric Zemmour, que celui de notre souveraineté. Cette querelle qui traverse la droite et la gauche n'a pas toujours l'intelligence que vous lui avez donné avec l'identité malheureuse, votre beau livre paru en 2013, qui fit éructer pas mal de bons esprits qui ne l'avaient pas toujours lu, mais permis à des milliers de lecteurs de comprendre comment s'est bricolé au cours des siècles notre bizarre ADN collectif. Alors que l'identité est déjà au cœur de la pré-campagne présidentielle, je suis sûr, cher Alain, que vous nous aiderez de nouveau à prendre de la hauteur sur cette question. Mais pour commencer cette émission, nous allons nous intéresser à la campagne présidentielle américaine, marquée par l'ascension régulière de Donald Trump depuis quelques semaines. Ascension dont vous nous direz, Alain Finkielkraut, si elle révèle un désarroi identitaire comparable au nôtre. Les failles de Clinton peuvent-elles faire gagner Trump ? Ce titre angoissé figure ce week-end à la une du Monde. En effet, alors que depuis à la mi-juillet, au moment des conventions, on nous disait que l'élection était déjà faite, que l'élection d'Hillary Clinton était déjà faite, eh bien, l'un ne cesse de monter et l'autre de descendre, et l'écart en faveur d'Hillary Clinton se réduit au point que la plupart des analystes estiment que l'élection de Donald Trump est aujourd'hui une hypothèse plausible. Alors, est-ce que c'est votre avis ? Et faut-il, Alain Finkielkraut, en avoir peur de ce Donald Trump qui vient de reconnaître, je dis ça pour nous mettre dans l'ambiance, qui vient de reconnaître, après 7 ans de complotisme, que Barack Obama était bien né aux États-Unis. Vous l'avez dit, au lendemain des conventions républicaines et démocrates, la cause semblait entendue. Malgré son impopularité persistante, Hillary Clinton allait être élue en novembre, présidente des États-Unis d'Amérique, car, avec ses provocations et ses saillies invraisemblables, Donald Trump ne semblait décidément pas taillé pour le poste. Et voici que les deux candidats sont aujourd'hui au coude à coude, car comme disent les médias, Hillary a mal géré l'annonce de sa maladie, il a fallu qu'elle fasse un malaise et que celui-ci soit capté par un téléphone portable pour qu'elle révèle qu'elle souffrait d'une pneumonie. Résultat, Trump, distancé il y a peu dans les sondages, rattrape son retard, son élection devient possible, et je réponds à votre question, je trouve cette perspective effrayante et même cauchemardesque. Mais avant d'expliquer pourquoi, je voudrais m'interroger avec vous sur les raisons du phénomène Trump. Oui, d'ailleurs, la semaine dernière, Hillary Clinton a traité les électeurs de Trump d'abrutis. En réalité, en tous les cas, en ce qui concerne les électeurs des primaires, il semblerait que ce soit un public d'abord qui est plus blanc, donc plus riche, en réalité, et plus éduqué que celui d'Hillary Clinton. Alors, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, jusqu'à une date récente... Mais pourquoi vote-t-il Trump ? Alors justement, jusqu'à une date récente, les Républicains, c'était la droite conservatrice en matière de mœurs et ultra-libérale en matière économique. Les démocrates, c'était le parti du welfare state, du big government. Ils avaient la faveur de la classe ouvrière, des minorités qui bénéficiaient de l'affirmative action, la discrimination positive, et bien sûr des intellectuels. La mondialisation a bouleversé le paysage. L'Amérique s'est massivement désindustrialisée. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont connu un formidable essor. Et comme le montre Christopher Caldwell, l'auteur d'une révolution sous nos yeux, comment l'islam va transformer la France et l'Europe, il le montre donc dans un article publié par Le Monde il y a quelques mois, les démocrates sont devenus le
partie de tous les bénéficiaires de cette grande mutation. Les cercles dominants de la nouvelle économie se reconnaissent en ce parti. Les républicains... Mais est-ce que ça veut dire en gros les gagnants de la mondialisation ? Oui, alors les républicains qui, avant Trump, continuaient à baser leur programme sur la réduction des impôts en faveur des riches, sont devenus, avec lui, le parti de ceux que la mondialisation a laissé de côté, les perdants de la nouvelle économie. Alors, j'ai quand même une objection, c'est celle que je vous ai faite juste avant. Est-ce que ce n'est pas d'abord les questions identitaires, la peur de voir l'Amérique, si vous voulez, de voir en quelque sorte la majorité changer en Amérique? Les choses sont liées. Thomas Friedman, l'éditorialiste du New York Times, a défini le nouveau clivage comme l'opposition des web people et des wall people. Les gens d'Internet, les connectés, et ceux qui réclament des frontières. Et c'est la même opposition que celle qui s'est manifestée au moment du Brexit. La société américaine, comme les sociétés européennes, tente à se partager entre les planétaires et les sédentaires, les globaux et les locaux, les hors-sols et les autochtones. Alors si on reprend le livre de Guilly là, qui paraît ces jours-ci, on pourrait dire en quelque sorte que c'est l'Amérique périphérique qui vote Trump, sachant que pour la France, il évalue la France périphérique à peu près 60% de la population. Donc cette périphérie n'est pas forcément une minorité. Elle n'est pas forcément une minorité, mais est-ce que c'est pas tout simplement les Blancs contre les autres ? C'est, en tout cas, les planétaires sont des gagnants arrogants puisque ils accablent les perdants de leur mépris. Vous l'avez dit, Hillary Clinton a traité les électeurs, a qualifié les électeurs de Trump de pitoyables. Et ce qu'ils ont de particulièrement navrant, de désespérément archaïque, c'est qu'ils font adopter des lois garantissant que les hommes qui se définissent comme femmes transgenres ne pourront pas utiliser à leur guise les toilettes femmes. Caldwell rappelle qu'à peine ces lois votées en Indiana, en Arkansas ou en Caroline du Nord, les grandes entreprises comme Google ou Facebook et diverses célébrités du show business ont menacé de boycotter les États concernés si elles n'étaient pas abrogées. Donc, pour répondre à vos questions, Trump est le porte-parole d'une Amérique blanche, déclassée, qui se sent devenir minoritaire et qui étouffe sous le poids du politiquement correct. Juste sur l'anecdote, excusez-moi, je ne suis pas sûr que j'aurais défendu non plus le vote d'une loi pour interdire cet usage. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous avez l'air dans cette guerre de penser qu'il y a... Non, je n'avais pas l'air de penser, mais aujourd'hui, pour toute une partie de la gauche, le monde se divise entre les barbares qui... Le passé, les barbares du passé. Passéistes, voilà. Les barbares qui sont en désaccord avec le mariage pour tous et qui ne considèrent pas que l'avant-garde de l'humanité est constituée par les transgenres et les gens civilisés qui, au contraire, effectivement, se rangent sous cette bannière. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur, tout simplement, je pense à ce livre de Huntington qui s'appelait Qui sommes-nous, une peur de la disparition, une peur ça nous amène déjà presque au deuxième sujet, mais une peur du changement identitaire que connaît l'Amérique. C'est un changement, oui, mais c'est lié. Oui, bien sûr, c'est lié. Oui, vous avez raison. Tout est lié. Il s'agit, encore une fois, d'une Amérique blanche, déclassée, et qui, du fait d'une immigration de plus en plus massive, se sent devenir minoritaire, d'où la pertinence de la formulation de Thomas Friedman, les web people et les world people. Il y a des gens qui, aux États-Unis, ont besoin de frontières. Et cette Amérique mérite d'être prise en considération. Mais est-ce qu'elle mérite Donald Trump ? Le problème, le drame et même la tragédie, c'est qu'elle se soit choisie comme porte-parole Donald Trump. Il s'en prend à
une critique devenue délirante du phallocentrisme, par exemple, mais ce qu'il propose en guise de virilité est à la fois grotesque et immonde. Il n'aime pas John McCain, le candidat républicain aux élections présidentielle de 2008, et il le fait savoir en ces termes: John McCain est un héros de guerre parce qu'il a été capturé. J'aime les gens qui n'ont pas été capturés. En revanche, il aime Poutine, il adore Poutine, il vénère Poutine parce que celui-ci est assez couillu pour piétiner l'état de droit, pour liquider, si besoin est, ses opposants, et pour violer les traités internationaux quand il s'agit de défendre les intérêts de la Russie et d'annexer la Crimée. Et d'après Thomas Friedman, justement, il semblerait, ce qui est le plus étonnant, c'est que cet amour de Poutine ne lui aliène pas ses électeurs. Non, au contraire, comme si effectivement... Ça veut dire que le fondement libéral, en quelque sorte, de l'identité américaine est atteint. C'est comme si ses électeurs voulaient un Poutine pour régler les problèmes. Et quand la candidate démocrate affirme qu'il faut restreindre le droit à porter des armes, il laisse entendre que les Américains pourraient en faire usage contre elle pour défendre ce droit. Le politiquement correct est une calamité politique et morale, mais ce que Trump combat sous ce nom, c'est le tact, la nuance, la subtilité, le savoir, la civilisation elle-même. Cet iconoclaste se vante de briser les tabous. En fait, il lève des inhibitions salutaires. Il veut être un homme, un vrai, et il oublie d'être un mensch. Il arbore fièrement son simplisme comme si la complexité, c'était un truc de gonzesse. Non mais vous avez évidemment, on est évidemment tenté d'aller simplement dans votre sens, mais je me rappelle aussi votre enthousiasme à propos de Obama, qui est un grand intellectuel, qui emploie un anglais absolument parfait et même beau, et je sais que ça vous a été cher, ça a été cher à votre cœur. Il n'empêche que le bilan d'Obama n'est pas est singulièrement décevant, notamment en matière diplomatique. Alors, est-ce que nous avons raison, dans le fond, d'accorder autant d'importance à un critère esthétique ? Oui, je pense, je fais partie, si vous voulez, des déçus d'Obama. Et ma déception a commencé avec son discours du Caire, quand, sous prétexte de tendre la main au monde musulman, il a fait la leçon à la France et s'en est pris à cette laïcité qui consistait à interdire le voile islamique à l'école. Il ne s'est jamais repenti de ce genre de déclaration et je trouve ça particulièrement regrettable. Le politiquement correct est aussi incarné par Barack Obama aux États-Unis. Mais vous dites, parlez d'esthétique. Je crois que le goût, c'est l'esthétique. Les jugements esthétiques sont affaire de goût, mais je crois que le goût intervient aussi dans les jugements politiques. Si vous voulez, il se présente comme le candidat du sens commun, et je pense à l'inverse, que le sens commun réclame de ne pas confier le destin de la plus grande puissance du monde à un homme dégoûtant. Il est dégoûtant. Et la bêtise, aujourd'hui, si vous voulez, la bêtise sophistiquée, nourrie de French Theory des campus, et la bêtise brutale du magnat de l'immobilier se nourrissent mutuellement. Je souhaite pour son salut et pour celui du monde, que l'Amérique sorte de cette alternative. D'accord, mais en attendant, vous choisissez quand même la bêtise la bêtise universitaire. Oui, j'espère qu'elle ne poussera pas. La bêtise de la gauche, je voulais dire. Oui, en tout cas, aux États-Unis, oui. Bon. Si j'étais américain, je voterais sans le moindre enthousiasme, car j'ai du mal à supporter le rire figé qu'elle arbore, le sourire figé qu'elle arbore tout le temps. Encore de l'esthétique. Et d'autres choses, et encore de l'esthétique, mais je voterai, si vous voulez, évidemment pour Hillary Clinton. D'accord. Alors, peut-être juste pour avant de passer à notre dernier sujet, si, d'après ce que vous avez dit, le vote Front National obéit souvent à des ressorts comparables, est-ce que vous compareriez Marine Le Pen et Donald Trump ? Non, pas nécessairement.
je ne pense pas qu'on puisse faire les transgressions, les transgressions de Donald Trump et leur équivalent aujourd'hui au Front National. Ce que je constate simplement, c'est que des membres de ce parti, et je crois Marine Le Pen elle-même, font les yeux doux à Donald Trump comme à Poutine. Et je trouve ça regrettable. Et beaucoup de gens le comparent plutôt d'ailleurs au père, en fait, à Jean-Marie Le Pen. Mais nous avons... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la comparaison me paraît plus légitime. Mais la fille est fâchée avec son père, alors qu'elle a envie de faire ami-ami avec Trump. À mon avis, c'est aussi le goût de la transgression et de se mettre, disons, un peu, comme ils disent, en dehors du système. Mais venons-en à la question de l'identité. On se rappelle ce qu'il est advenu, Alain Finkielkraut, du débat voulu par Nicolas Sarkozy et Éric Besson, enterré sous les cris indignés avant d'avoir démarré. Et pourtant, ce débat a eu lieu en 2013 et grâce à vous. Pendant plusieurs semaines après la parution de l'identité malheureuse, tous les intellectuels, commentateurs, publicistes, mais aussi tous les responsables politiques du pays, tous ceux qui ne voulaient pas débattre, se sont prononcés pour ou contre Finkielkraut. Alors bien que je vous ai promis ou demandé plutôt de la hauteur, permettez-moi une question un peu anecdotique. Si Alain Juppé a forgé son identité heureuse contre vous, Nicolas Sarkozy, lui, semble souvent vous pomper, pourrais-je dire, ou s'inspirer en tous les cas de vos analyses. Et à gauche, Manuel Valls, lui, semble beaucoup plus finkielkrautien que le président de la République. En quelque sorte, on se demande si vous n'êtes pas un peu l'imam caché du débat politique, Alain Finkielkraut. Oui, écoutez, c'est pas à moi de le dire, et finkielkrautien ne fait pas encore partie de mon vocabulaire. J'essaye de passer les portes, et ce que je constate, en tout cas, et là je rejoins Éric Zemmour, sur ce point, la question de la souveraineté n'est plus centrale, seule de l'identité l'a remplacée au firmament des urgences nationales. Et ce ne sont pas les Français qui ont pris la décision d'inscrire cette question sur leur agenda, ce sont les événements qui les y ont contraints. Parce que la France, les Français n'y pensaient pas tous les jours. Même sous De Gaulle, même à l'époque de la grandeur nationale, on pensait la politique autrement. Peut-être qu'on n'avait pas besoin tant de la penser tant qu'elle existait de façon à peu près claire. D'une part, et surtout, la France est visée, disons, dans ce qu'elle a, dans son identité, par les diverses manifestations de l'islamisme. Et voilà. Oui, mais j'aimerais quand même tout de même, alors justement, Zemmour dans son livre, lui, il avoue avoir une conception essentialiste, donc par nature en partie au moins figée de l'identité. Alors quand même, est-ce que vous pouvez nous redire, Alain Finkielkraut, qu'est-ce que l'identité et est-ce qu'on peut la définir seulement par l'héritage ? En l'occurrence, ce sont nos ennemis qui nous la rappellent parce que nous avions tendance à l'oublier. François-Xavier Bellamy a écrit dans un article du Figaro du mois de juillet que l'ennemi choisissait ses cibles avec beaucoup de méthode. Le 14 juillet, un camion a tué 86 personnes à Nice. C'était le 14 juillet. Le 26 juillet, un prêtre a été égorgé dans son église, Saint-Étienne de Rouvray. En quelques jours, comme le montre Bellamy, très justement, Daesh s'est attaqué à deux dimensions essentielles de notre vie collective. Voilà. Nous sommes français. La fête de la Fédération. Oui, c'est toujours pareil. Oui, c'est toujours cette fameuse... Je vois pas. Je dis pour les auditeurs qui ne vous voient pas que vous avez sur le bureau l'étrange des fêtes de Marc Bloch. Cette phrase fameuse à laquelle, encore une fois, nous sommes renvoyés, malgré nous. Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du Sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Daesh nous renvoie dans les gencives le Sacre de Reims et la fête de la Révélation. Le califat nous
La fête de la Fédération. Oui. Vous allez dire révélation. De la Fédération, oui, voilà, c'est à cause du Sacre de Reims. Oui. Je mélangeais. Le califat, donc, nous rappelle qui nous sommes, alors que nous pouvons être enclins à l'oublier, nous redevenons les héritiers de l'histoire de France. Pendant ce temps, et là vous avez fait allusion au débat très vif, et j'emploie un euphémisme, oui. Au moment de l'apparition de l'Éternité malheureuse, le parti intellectuel se déchaîne contre le repli identitaire et l'islamophobie. Je voudrais rappeler un instant le débat qui a eu lieu au moment de la sortie du livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel. Le livre sort en 2008. Sa thèse, c'est qu'on a surestimé le rôle de l'islam dans la transmission du savoir grec en Europe et sous-estimé le rôle d'autres filières comme la filière byzantine et la filière latine et les monastères. Il veut donc rééquilibrer les choses. Cette thèse, sans doute contestable, n'a pas été discutée, elle a été disqualifiée. Et l'année suivante est paru un livre très intéressant, très symptomatique, sous la direction de Philippe Budgen, Alain de Libera, Marwan Rached, Irène Rosier-Katache, Les Grecs, les Arabes et nous, enquête sur l'islamophobie savante. L'islamophobie savante, c'était si vous voulez, évidemment, le livre de Sylvain Guggenheim. Et que disent-ils ? Eh bien, il dit que l'islamie savante, selon eux, dit les Arabes sont les Arabes. Eh bien, nous refusons cette troisième personne, eux les Arabes, ceux que l'on désigne de loin, des banlieues aux universités, sur tout le trajet de l'islamophobie savante. Qui peut aujourd'hui dire nous les Arabes, sans s'attirer les purs soupçons, raison de plus aujourd'hui pour que nous le fassions, les Grecs, les Arabes et nous les Grecs bien sûr, nous les Arabes pas moins, mais nous les Latins aussi bien, nous les Juifs, nous tous les absents de la nouvelle restauration, nous tous les autres, nous qui n'entrons pas dans les synthèses helléno-chrétiennes, ou celles que l'on voudra, nous les composites. Eh bien voilà une très belle définition de l'identité heureuse. L'identité heureuse, exactement. Et vous avez tout à fait raison. L'antiracisme, si vous voulez, c'était l'universalisation de l'idée du semblable, L'autre homme n'est pas autre que l'homme. C'est aujourd'hui l'affirmation c'est le refus, si vous voulez, de toute distinction entre le même et l'autre. Tout le monde est tout le monde, l'indifférenciation est la loi de l'être. Et tout le monde est tout le monde, elle a toujours été. Et c'est, si vous voulez, le message du politiquement correct. C'est-à-dire, au lieu de défendre une identité menacée, il s'agit pour lui de la dissoudre, car c'est cette identité qui constitue la plus grande menace. Mais oui, mais il faut tout de même me répondre, parce que vous ne pouvez pas envisager, d'ailleurs vous ne le faites pas dans votre livre, l'identité comme une totalité close qui n'évolue pas et qui ne serait pas en quelque sorte historique. Et c'est ça ce que je voudrais vous demander, parce que dans le fond, il y a deux conceptions de l'identité. Il y a celle que vous venez de décrire, une espèce d'identité flexible, mobile, ouverte, toujours en perpétuel renouveau, et il y a une conception, disons, plus républicaine, plus exigeante peut-être, un peu plus fixiste, mais comment est-ce qu'on s'arrange du nouveau dans cette... Il ne s'agit pas d'être... Ce n'est pas une identité contre une autre. Oui. C'est l'idée d'identité contre la dissolution de l'identité par l'effacement, je le disais, de la distinction du même et de l'autre, du nous et du eux. D'accord. Aucune distinction n'a de sens, car toute distinction est jugée discriminatoire. Je comprends votre réponse, mais alors répondez-moi tout de même. Comment cette identité, notre identité qui est ce que nous sommes, s'accommode-t-elle du nouveau? Ce que nous sommes change. Ce que nous sommes change, mais il revient aussi à ce que vous appelez le nouveau, d'accepter qui nous sommes, c'est-à-dire de faire valoir la nouveauté à l'intérieur d'un monde déjà là, déjà constitué. Et le nouveau en question, le nouveau en tout cas qui nous pose des problèmes très graves, c'est un nouveau qui refuse
les termes de cette intégration. Et justement, je parlais du politiquement correct. Alors, voilà comment il décrit ce refus. J'ai lu dans Le Monde d'aujourd'hui. Le short de la discorde. Voilà. Oui. À Toulon, le faux short de la discorde. Cet article est absolument extraordinaire. J'étais sûr que vous alliez le citer. Parce qu'il relate 2 agressions contre 2 femmes à Toulon, des femmes qui n'étaient pas jugées assez correctement vêtues. Alors, d'abord, on souligne les propos d'un juriste, un avocat. Ces faits sont graves, mais on en voit comme cela tous les jours en correctionnel. Et ce constat n'alarme pas le journaliste, il s'alarme au contraire que précisément ces faits devenus ordinaires, devenus quotidiens, devenus triviaux, aient été montés en épingle par les médias. Car ce qui doit être, si vous voulez, attaqué, mis en cause, ce ne sont pas les faits eux-mêmes, c'est l'emballement médiatique auquel ils ont donné lieu et qui prouve la montée de l'islamophobie en France. Voilà comment résonne jour après jour la bien-pensance. Et ma crainte, c'est que ce soit demain, si ça continue, un Trump français qui lui apporte la contradiction. Mais est-ce que vous pensez, comme Éric Zemmour, que cette identité est aujourd'hui menacée de mort ? C'est très difficile de vous répondre en une minute. C'est très difficile de vous répondre en une minute. Je pense en tout cas qu'elle est délibérément attaquée, que ces attaques prennent parfois une forme ultra-violente, parfois la forme des incivilités, et que elle doit cesser, face à ces attaques, d'avoir honte d'elle-même et de considérer qu'elle constitue, elle, le véritable problème. Bon, merci Alain Finkielkraut. C'est un peu frustrant car j'avais encore beaucoup de questions à vous poser, mais peut-être pourrez-vous y répondre dans Causeur quand nous retrouverons l'esprit de l'escalier le mois prochain. D'ici dimanche prochain, en tout cas, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info et patienter en lisant Causeur, même si vous n'y êtes pas encore. Bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.